Pourquoi certaines personnes deviennent de plus en plus riches, alors que d'autres, malgré des années de travail, ont l'impression de toujours repartir de zéro? Est-ce uniquement une question de talent? Eh bien c'est la question que je me suis posée et je vais tenter d'y répondre dans cette vidéo. Et on passe tout de suite à la première raison, ils font travailler leur argent au lieu de dépendre uniquement de leur travail. Et oui, la plupart des gens gagnent de l'argent grâce à leur temps. Ils travaillent quelques heures, ils sont payés, puis ils recommencent le lendemain. Les personnes qui restent riches, quant à elles, cherchent souvent à aller plus loin. Elles utilisent une partie de leur argent pour acquérir des actifs susceptibles de générer de nouveaux revenus, notamment avec des entreprises, des investissements et de l'immobilier. Ainsi, leur patrimoine peut continuer à produire de la valeur pendant qu'elles se consacrent à d'autres projets. Et au fil des années, cette différence de stratégie peut créer un écart considérable. Imaginons deux personnes qui gagnent exactement le même salaire. La première dépense presque tout ce qu'elle reçoit. La seconde, quant à elle, met régulièrement une partie de ses revenus dans des actifs qui peuvent générer des revenus futurs. 10 ans plus tard, elles ont travaillé autant. Mais l'une dépend toujours entièrement de son prochain salaire, tandis que l'autre possède plusieurs sources de revenus. Certaines recherches en finance montrent que l'accumulation d'actifs productifs est un facteur majeur dans la constitution d'un patrimoine long terme. Certains économistes distinguent souvent les revenus issus du travail et ceux provenant du capital, ces derniers pouvant continuer à générer de la valeur sans être directement liés au temps de travail. Alors oui, les riches ne restent pas riches uniquement parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent, ils restent souvent riches parce qu'ils apprennent à faire une chose que beaucoup négligent: mettre leur argent au travail, au lieu de travailler toute leur vie uniquement pour lui. Et ça nous emmène tout de suite à la raison numéro 2, ils pensent en années ou en décennies, pas seulement en semaines. C'est un peu comme planter un chêne plutôt que des fleurs. Les fleurs ça pousse vite, mais ça fane rapidement. Le chêne lui met des années à grandir. En revanche, une fois enraciné, il peut traverser les générations. Et les personnes qui construisent une grande richesse raisonnent souvent de cette façon. Et oui, beaucoup prennent leurs décisions en fonction du prochain week-end ou du prochain salaire. Les personnes qui restent riches, quant à elles, se posent souvent une autre question. Quel sera l'impact de cette décision dans 10 ou 20 ans? Cette vision à long terme influence tout, leurs investissements, leurs dépenses et même leurs projets. Elles acceptent de renoncer à un plaisir immédiat si cela peut créer davantage de valeur dans le futur. Elles savent que le temps est l'un des meilleurs alliés de la richesse. Prenons cet exemple. Imaginons deux amis qui reçoivent chacun une importante prime. Alors le premier pense uniquement aux prochaines vacances et dépense la totalité. Le second, lui, réfléchit à ce que cette somme pourrait devenir dans 10 ans s'il l'utilisait intelligemment. Alors sur le moment, leur choix semble anodin. Mais avec le temps, leurs trajectoires peuvent être radicalement différentes. Les recherches en économie comportementale montrent que les personnes capables de privilégier des bénéfices futurs plutôt que des récompenses immédiates prennent souvent de meilleures décisions financières. Certaines études indiquent également que la planification à long terme est associée à une accumulation de patrimoine beaucoup plus importante. Alors oui, les riches ne restent pas riches uniquement parce qu'ils gagnent plus. Ils restent souvent riches parce qu'ils refusent de sacrifier leur avenir pour une satisfaction immédiate. Là où beaucoup pensent au mois prochain, eux pensent parfois à la prochaine décennie. Voyons maintenant la raison numéro 3. Ils privilégient l'achat d'actifs plutôt que le passif. Et oui, l'une des différences les plus fréquentes entre ceux qui construisent un patrimoine et ceux qui peinent à le conserver réside dans leurs achats. Beaucoup dépensent principalement dans des biens qui leur coûtent de l'argent au fil du temps, comme par exemple des objets qui perdent rapidement de la valeur, des dépenses de prestige ou des achats qui génèrent des frais continus. A l'inverse, les personnes qui restent riches cherchent souvent à acquérir des actifs. Par exemple, elles peuvent investir dans des entreprises, dans la bourse, dans des biens immobiliers ou tout autre élément susceptible de générer des revenus ou de prendre de la valeur avec le temps. Chaque euro est vu comme un employé potentiel. Alors la question n'est plus « qu'est-ce que je peux acheter ?», mais plutôt « est-ce que cet achat me rapportera quelque chose demain ?» Imaginons deux personnes qui reçoivent chacune 20 000 euros. La première les utilise pour acheter des biens qui lui procurent un plaisir immédiat, mais qui nécessitent ensuite des dépenses régulières. On peut penser à une voiture par exemple. La seconde, quant à elle, en consacre une partie à des actifs susceptibles de produire des revenus ou de s'apprécier avec le temps.
Quelques années plus tard, leurs situations financières peuvent être très différentes, alors qu'elles avaient commencé avec la même somme. Et c'est ce que confirment les recherches en finance qui montrent que l'accumulation d'actifs productifs est un moteur essentiel de la création de patrimoine. Certains économistes soulignent également que les ménages les plus fortunés détiennent souvent une part importante de leur richesse sous forme d'actifs, plutôt que de simples biens de consommation. Alors oui, les riches ne cherchent pas seulement à posséder plus, ils cherchent souvent à posséder des choses qui travaillent pour eux. Car au fil des années, ce ne sont pas toujours les plus gros revenus qui font la différence, mais les actifs que l'on choisit d'accumuler. Et ça nous emmène tout de suite à la raison numéro 4. Ils continuent d'apprendre et d'investir dans leurs compétences. Et oui, beaucoup de personnes considèrent l'apprentissage comme quelque chose qui s'arrête à la fin des études. Les personnes qui restent riches pensent souvent l'inverse. Elles savent que leurs connaissances peuvent être l'un de leurs actifs les plus précieux. Elles consacrent régulièrement du temps à lire, à se former et à développer de nouvelles compétences. Pourquoi, me direz-vous ? Eh bien parce qu'une compétence acquise aujourd'hui peut produire des bénéfices pendant des décennies. C'est l'un des investissements les plus rentables. Et contrairement à une voiture ou à un téléphone, une compétence bien développée peut prendre beaucoup de valeur avec le temps. Imaginons deux professionnels exerçant le même métier. Le premier fait exactement la même chose depuis 10 ans. Le second, quant à lui, consacre quelques heures par semaine à apprendre et à progresser. Avec le temps, le second devient souvent plus recherché, plus adaptable et se voit offrir davantage d'opportunités. Alors la différence ne vient pas uniquement du talent, mais bien de l'investissement continu dans ses connaissances. Et c'est ce qu'ont tendance à confirmer certaines recherches en économie qui montrent que le développement du capital humain, c'est-à-dire des compétences, des connaissances et de l'expérience, est fortement associé à une meilleure progression professionnelle et donc à une augmentation de revenus. Certaines études soulignent également que la formation continue favorise l'adaptation aux évolutions du marché du travail et rend donc plus flexible. Les riches ne misent pas seulement sur leur argent, ils misent donc aussi sur eux-mêmes, parce qu'ils savent qu'un portefeuille peut se vider, mais qu'une compétence utile peut continuer à créer de la valeur toute une vie. Et ça nous emmène tout de suite à la raison numéro 5. Ils comprennent les règles fiscales et cherchent à les utiliser légalement à leurs avantages. C'est un peu comme jouer à un jeu d'échecs en connaissant parfaitement les règles. Les pièces sont les mêmes pour tout le monde, mais celui qui connaît les stratégies et les possibilités du jeu prend souvent de meilleures décisions. Avec la fiscalité, il en va souvent de même. Et oui, beaucoup de personnes considèrent les impôts comme une simple obligation administrative. Les personnes fortunées, elles prennent souvent le temps de comprendre comment fonctionne le système. Elles peuvent se renseigner sur les dispositifs d'épargne, les avantages fiscaux prévus par la loi, ou même les structures juridiques adaptées à leurs activités. Alors l'objectif n'est pas de contourner les règles, c'est de les connaître suffisamment pour prendre des décisions plus efficaces. Cette connaissance peut faire une différence considérable sur le long terme. Imaginons deux entrepreneurs qui réalisent exactement le même bénéfice. Le premier signe ses documents sans vraiment s'intéresser aux conséquences fiscales. Il prend une auto-entreprise qui taxe son chiffre d'affaires. Alors que le second prend le temps de se faire conseiller et de choisir la structure la plus adaptée à sa situation. Et il décide de prendre une SASU, qui elle taxe sur le bénéfice. Après plusieurs années, leurs revenus sont similaires, mais leur patrimoine peut être très différent. Certaines recherches en économie montrent que les ménages les plus aisés ont souvent davantage accès à des conseils fiscaux et patrimoniaux, ce qui leur permet d'utiliser plus efficacement les dispositifs légaux existants. Les riches ne payent pas forcément moins d'impôts parce qu'ils sont riches. Ils restent souvent riches parce qu'ils prennent le temps de comprendre les règles avant de prendre leurs décisions. Car dans le monde de l'argent, connaître les règles du jeu peut parfois être aussi important que le montant que l'on gagne. Voyons maintenant la raison numéro 6. Ils protègent leur patrimoine avant même de chercher à l'augmenter. C'est comme remplir un seau d'eau après avoir réparé quelques fissures. Verser toujours plus d'eau ne sert à rien si elle s'échappe de tous les côtés. Les personnes qui restent riches commencent souvent par sécuriser ce qu'elles possèdent déjà. Et oui, beaucoup se concentrent uniquement sur une question, comment gagner plus d'argent. Mais les personnes fortunées se posent souvent une autre question tout aussi importante. Comment éviter de perdre ce que j'ai construit ? Elles savent qu'il est parfois plus facile de préserver un patrimoine que de le reconstruire après une grosse perte.
C'est pourquoi elles cherchent souvent à diversifier leurs investissements, éviter les risques inutiles, conserver une épargne de sécurité ou même protéger leurs biens et leurs proches. Leur priorité n'est pas seulement de s'enrichir, c'est aussi de durer dans le temps. Prenons cet exemple. Imaginons deux investisseurs qui réalisent un excellent gain. Le premier prend de plus en plus de risques, persuadé que tout ira bien. Le second, lui, sécurise une partie de ses bénéfices et reste prudent. Si une période difficile survient, le second est souvent mieux préparé à y faire face. Et c'est ce que confirment certaines recherches en finance qui montrent que la gestion du risque et de la diversification jouent un rôle essentiel dans la préservation du patrimoine à long terme. Certains spécialistes rappellent également qu'éviter de grosses pertes est souvent plus efficace que chercher des gains toujours plus élevés. Alors construire une fortune, c'est une chose, mais la conserver, c'en est une autre. Et ceux qui restent riches ont souvent compris une leçon essentielle. Avant de chercher à gagner davantage, il faut déjà protéger ce que l'on possède. Et ça nous emmène tout de suite à la raison numéro 8. Ils prennent des décisions basées sur les probabilités plutôt que sur les émotions. Et oui, l'un des plus grands ennemis de la richesse est la réaction impulsive. Quand les marchés baissent, certains vendent par peur. Quand tout le monde parle d'un investissement à la mode, d'autres achètent par excitation. Je suis sûr que vous avez déjà vu cette situation. Et les personnes fortunées, elles cherchent souvent à prendre du recul. Elles se demandent quelles sont les chances réelles que cette décision soit bénéfique. Quels sont les risques? Ou est-ce une émotion ou une analyse qui me pousse à agir? Elles savent qu'une bonne décision n'est pas forcément celle qui procure le plus d'émotions sur le moment, mais celle qui a le plus de chances de produire un bon résultat sur le long terme. Imaginons deux investisseurs face à une chute soudaine des marchés boursiers. Le premier panique et vend tout dans l'urgence. Le second analyse la situation, se rappelle son plan initial et évite de prendre une décision sous le coup de la peur. Et il va même acheter quand le marché coule. Quelques années plus tard, leurs résultats peuvent être radicalement différents. Alors non pas parce que l'un était plus intelligent, mais parce qu'il a su garder son sang-froid. Les investisseurs qui suivent une stratégie disciplinée et fondée sur une vision du long terme obtiennent généralement de meilleurs résultats que ceux qui réagissent à chaque fluctuation. Les riches ne sont donc pas immunisés contre les émotions. La différence, c'est qu'ils essayent de ne pas leur confier les clés de leur portefeuille, car dans le monde de l'argent, une décision prise dans le calme vaut souvent bien mieux qu'une décision prise dans la panique. Passons tout de suite à la raison numéro 8. Ils savent dire non aux dépenses qui n'apportent pas de valeur réelle. Contrairement aux idées reçues, beaucoup de personnes fortunées ne cherchent pas à tout acheter. Elles se posent plutôt une question simple. Est-ce que cette dépense améliore réellement ma vie? Si la réponse est non, elles sont capables de dire non sans frustration. Non à l'achat impulsif et non à l'objet uniquement destiné à impressionner. Elles comprennent qu'à chaque fois qu'elles dépensent de l'argent inutilement, elles renoncent aussi à ce que cet argent aurait pu devenir avec le temps. Imaginons deux personnes qui reçoivent une prime de 5 000 €. La première la dépense immédiatement dans des objets qu'elle utilisera rarement. La seconde, quant à elle, achète ce qui lui est réellement utile et conserve le reste pour des projets plus importants. Au bout de quelques semaines, les deux ont retrouvé leur routine, mais une seule a encore une partie de cette somme. Les recherches en psychologie du consommateur montrent que les achats impulsifs procurent souvent un plaisir de courte durée. A l'inverse, prendre le temps d'évaluer l'utilité réelle d'une dépense est associé à des décisions financières plus satisfaisantes sur le long terme. Les riches ne disent pas oui à tout ce qui peuvent s'offrir, ils disent souvent non à ce qui ne crée pas de valeur, parce qu'ils savent qu'un euro économisé intelligemment aujourd'hui peut devenir une opportunité bien plus grande demain. Et ça nous emmène tout de suite à la raison numéro 9, ils s'entourent de personnes ambitieuses et compétentes qui les tirent vers le haut. Et oui, les personnes qui restent riches comprennent que leurs résultats dépendent aussi des personnes qui les entourent. Elles cherchent à fréquenter des individus qui ont des compétences complémentaires, partagent leurs connaissances et les poussent à progresser. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien parce que les habitudes, les ambitions et même la manière de penser sont contagieuses. Si tout ton entourage considère qu'investir est complètement inutile ou que réussir est impossible, eh bien il deviendra plus difficile de croire le contraire. A l'inverse, évoluer dans un environnement où l'on échange des idées, des opportunités et des conseils peut accélérer considérablement ta progression. Imaginons deux entrepreneurs. Le premier reste isolé et prend toutes ses décisions seul.
Le second participe à des événements, échange avec d'autres créateurs d'entreprises et demande régulièrement des retours sur ses projets. Avec le temps, le second accumule non seulement des connaissances, mais aussi un réseau capable de lui ouvrir de nouvelles portes. Certaines recherches en psychologie sociale montrent que notre comportement est fortement influencé par les normes et les habitudes de notre entourage. Les riches ne construisent donc pas toujours leur réussite seuls. Ils comprennent souvent qu'un bon entourage est un accélérateur, car les idées, les opportunités et les habitudes circulent d'une personne à l'autre. Et parfois, la meilleure décision financière n'est pas un investissement, c'est simplement la personne avec qui tu choisis de passer du temps. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et maintenant, voyons la raison numéro 10. Ils voient les crises comme des opportunités autant que comme des menaces. Et oui, lorsqu'une crise économique survient, la réaction la plus courante est de céder à la panique. Beaucoup vendent dans l'urgence, abandonnent leurs projets ou attendent que tout redevienne parfait avant d'agir. Les personnes qui restent riches adoptent souvent une approche différente. Elles reconnaissent les risques, mais se demandent aussi quelles opportunités cette situation peut créer, quels actifs sont devenus moins chers et quels nouveaux besoins vont apparaître. Elles savent que les périodes difficiles sont souvent temporaires et que certaines des meilleures occasions naissent précisément dans les moments où la majorité recule. Certaines recherches en finance montrent que les décisions prises sous l'effet de la peur conduisent souvent à acheter au plus haut et à vendre au plus bas, ce qui est extrêmement mauvais pour les bénéfices. Alors les riches ne souhaitent pas les crises, mais ils savent souvent qu'elles font partie du cycle économique. Et pendant que beaucoup voient uniquement des problèmes, eux cherchent aussi les opportunités cachées derrière les difficultés. Passons maintenant à la raison numéro 11, ils utilisent le temps comme leurs plus grands alliés. Et oui, beaucoup veulent devenir riches rapidement. Les personnes qui restent riches comprennent, elles, que le temps est l'un des actifs les plus puissants qui existent. Elles savent que les investissements ont besoin de temps pour produire leurs effets, que les entreprises mettent des années à se développer et que les compétences se construisent progressivement. Au lieu de chercher le prochain coup de chance, elles misent sur la constance. Elles acceptent que les résultats soient parfois invisibles pendant longtemps, avant de devenir spectaculaires. C'est ce que montrent les recherches en finance, qui nous disent que les rendements composés prennent toute leur puissance sur de longues périodes. Et maintenant, voyons la raison numéro 12, ils délèguent les tâches à faible valeur pour se concentrer sur celles qui ont le plus d'impact. C'est un peu comme un chef d'orchestre, il pourrait essayer de jouer de tous les instruments lui-même, et il peut le faire, mais il obtiendrait un résultat médiocre. À la place, il laisse chaque musicien faire ce qu'il fait de mieux et se concentre sur l'ensemble. Les personnes qui restent riches raisonnent souvent de la même manière avec leur temps. Et oui, beaucoup cherchent à faire tout eux-mêmes pour économiser quelques euros. Les personnes fortunées se posent souvent une autre question. Quelle est la meilleure utilisation de mon temps? Quelle est ma propre valeur horaire? Si une tâche leur prend plusieurs heures mais peut être réalisée par quelqu'un d'autre à faible coût, elles préfèrent la déléguer. Et cela leur permet de consacrer leur énergie à des activités qui créent beaucoup plus de valeur, comme par exemple développer leur entreprise, conclure des partenariats ou apprendre une compétence stratégique. Elles comprennent que l'argent perdu peut souvent être regagné. Le temps perdu, lui, est irrécupérable. Imaginons deux entrepreneurs. Le premier passe ses journées à gérer des tâches administratives répétitives comme répondre aux mails. Le second délègue une partie de ses missions et utilise ce temps pour trouver de nouveaux clients ou d'améliorer son offre. À la fin de l'année, leur agenda était rempli à tous les deux, mais pas de la même manière. Certaines recherches en management montrent que les dirigeants performants consacrent une part importante de leur temps aux activités à forte valeur ajoutée et s'appuient sur la délégation pour les tâches les plus opérationnelles. Et oui, les riches ne cherchent pas toujours à travailler plus, contrairement à ce que l'on peut penser. Ils cherchent souvent à travailler sur les bonnes choses. Car ils savent qu'une heure économisée sur une tâche mineure peut être réinvestie dans une décision qui changera leur avenir. Et ça nous emmène à la raison numéro 13, ils recherchent plusieurs sources de revenus au lieu de dépendre d'une seule. C'est comme construire une maison avec plusieurs piliers. Si l'un d'eux se fissure, les autres continuent de soutenir la structure. Alors que si la maison repose sur un seul pilier, le moindre problème peut tout faire vaciller. Avec l'argent, beaucoup de personnes vivent pourtant avec un seul pilier, leur salaire. Et les personnes qui restent riches évitent souvent de dépendre d'une unique source de revenus. Elles savent qu'un emploi peut être perdu, qu'un marché peut ralentir ou qu'une activité peut connaître une période difficile.
C'est pourquoi elles cherchent progressivement à diversifier leurs entrées d'argent, notamment avec des investissements, des revenus locatifs ou des dividendes. L'objectif n'est pas seulement de gagner plus, c'est aussi de réduire le risque qu'un seul événement mette en péril toute leur situation financière. Imaginons deux personnes. La première dépend entièrement de son salaire mensuel. La seconde possède également quelques investissements et une activité secondaire qui lui rapporte régulièrement de l'argent. Si elles perdent toutes les deux leur emploi, leurs situations peuvent être très différentes. L'une voit immédiatement ses revenus tomber à zéro, quant à l'autre, elle conserve encore plusieurs sources de soutien financier. Et c'est ce que disent les économistes en finance qui soulignent que la diversification est un principe clé de la gestion des risques. Et ça nous emmène tout de suite à la raison numéro 14. Ils comprennent que la véritable richesse, ce n'est pas seulement posséder plus d'argent, mais plus de liberté. Et oui, beaucoup pensent que les riches accumulent de l'argent uniquement pour posséder toujours plus. En réalité, beaucoup cherchent surtout à acheter une chose que personne ne peut fabriquer, c'est la liberté. La liberté de choisir leur projet, de refuser un travail qui ne leur convient plus, ou de passer plus de temps avec leurs proches. Ils voient l'argent comme un outil, pas comme une finalité. Ils comprennent que le véritable luxe n'est pas forcément une montre ou une voiture de prestige, mais le fait de contrôler son temps et ses décisions. Imaginons deux personnes possédant exactement le même patrimoine. La première travaille sans relâche pour accumuler toujours plus, sans jamais profiter de ce qu'elle a construit. La seconde, quant à elle, utilise une partie de sa richesse pour réduire son temps de travail, vivre selon ses valeurs et consacrer davantage de temps à sa famille ou à ses passions. Alors sur le papier, elles sont aussi riches l'une que l'autre, mais dans leur quotidien, leur sentiment de liberté est très différent. Et c'est ce que confirment des recherches en psychologie qui montrent que le sentiment d'autonomie et la capacité à contrôler sa propre vie sont fortement associés au bien-être. Les riches ne restent pas riches uniquement pour accumuler des chiffres sur un écran. Ils cherchent souvent quelque chose de plus précieux, car au bout du compte, la plus grande fortune n'est pas toujours celle qui permet d'acheter davantage, c'est celle qui permet de vivre comme on l'a choisi. Et ça nous emmène à la raison numéro 15, certains partent avec une longueur d'avance grâce à leur héritage ou à leur environnement familial. Et oui, lorsqu'on parle de richesse, on imagine souvent que tout repose uniquement sur le travail, alors qu'en réalité, certaines personnes bénéficient dès le départ d'avantages importants, comme par exemple d'un héritage, d'un patrimoine familial ou d'une aide pour acheter un logement. Alors nous sommes d'accord, ces éléments ne garantissent pas le succès de la personne, mais ils peuvent offrir une base solide et réduire certains obstacles. A l'inverse, d'autres commencent leur vie d'adulte avec peu de ressources, voire même des dettes. Mais ça ne les empêche pas de réussir. Mais comprendre cette réalité permet d'avoir une vision plus juste. Les habitudes comptent énormément, mais les conditions de départ jouent aussi. Imaginons deux personnes ayant le même talent et la même motivation. L'une reçoit un apport financier pour créer son entreprise ou acheter son premier logement, alors que l'autre doit économiser pendant des années avant d'avoir cette opportunité. Il va par exemple aller faire caissier dans un supermarché et n'aura donc plus le temps de développer son entreprise. Ou en tout cas, il mettra beaucoup plus de temps. Alors les deux travaillent fortement, mais les deux personnes ne jouent pas avec les mêmes cartes. Et c'est ce que confirment les recherches en économie qui montrent que les héritages, les donations et le patrimoine familial jouent un rôle important dans les inégalités de richesse entre les ménages. Alors oui, tous les riches n'ont pas hérité, et tous les héritiers ne restent pas riches, mais il serait naïf d'ignorer cette réalité. Dans la course à la richesse, certaines personnes commencent plus près de la ligne d'arrivée. Alors oui, le mérite compte, les habitudes comptent, mais parfois le point de départ compte aussi. Et vous, dites-moi en commentaire, quelle est votre méthode préférée pour vous enrichir ?